Bienvenue dans cette nouvelle émission Santé Plus. Le thème aujourd'hui, c'est va-t-on enfin en finir avec les mutilations génitales sur les femmes? Avec nous, pour en parler aujourd'hui, nous avons le professeur Bruno Deval. Bonjour professeur. Bonjour. Et bien sûr avec Bonjour, nous bonjour. Bernard. Donc professeur, vous êtes connu pour vos travaux innovants, chirurgie pelvienne, gynécologique, notamment donc la reconstruction du périnée. Vous avez publié une centaine d'articles scientifiques. Vous avez été récompensé aussi par des prix. Et vous venez de sortir, de publier un ouvrage qui est consacré au périnée féminin aux éditions du Rocher. Donc, en quoi consistent ces mutilations génitales dont vous parlez dans votre livre et pourquoi pratique-t-on encore ces violences faites aux femmes? Alors, la mutilation génitale, est-ce que l'on peut en finir? C'est la question que vous posez. Exactement. C'est un grand objectif. Est-ce que l'on va y parvenir? Là, actuellement, il faut savoir que dans le monde, 200 millions de femmes sont mutilées. 100 millions en 1992, 200 millions en 2018. Ce qui veut dire que le rythme se poursuit. C'est-à-dire qu'il y a Comme l'augmentation de la population. Ouais, exactement. Et là, on a peut-être une décroissance de la courbe. Il y a 4 millions de femmes qui sont mutilées par an. Alors, c'est quoi une mutilation? Il faut savoir que les mutilations sont de 3 types. On va voir d'ailleurs un schéma. Alors, soit c'est des mutilations de type 1, c'est-à-dire qu'on prend le clitoris et on le coupe. Soit c'est des mutilations de type 2, on prend le clitoris, on le coupe et est associé une section des petites lèvres. Et la mutilation de type 3, c'est on prend le clitoris, on coupe les petites lèvres et on les suture. Ça s'appelle l'infibulation. Et puis il y a un type 4 qui associe tout type de lésions mutilantes sur les organes génitaux externes de la petite fille. Alors c'est une mutilation, des mutilations qui remontent à la nuit des temps. Quelle est l'origine de L'origine, c'est une origine tribale, c'est pas une origine religieuse. Souvent, on associe la religion musulmane à l'excision ou l'infibulation, c'est faux. C'est tribal, c'est-à-dire que les momies, par exemple, étaient mutilées. En Égypte, on mutile. En Asie, on mutile. Dans la corne de l'Afrique, on mutile. Donc des milliers d'années avant notre ère. Bien évidemment. Donc c'est assez difficile d'en finir, entre guillemets, avec les mutilations génitales. Mais quelle est la raison? Pourquoi est-ce que ça a commencé? C'est la bonne question. Parce que les hommes pensent que le plaisir de la femme ne se situe qu'au niveau du clitoris et des petites lèvres, ce qui est absolument faux, puisqu'une femme, lorsqu'elle est mutilée, lorsqu'elle est excisée, elle peut continuer à avoir du plaisir. Parce que le clitoris, ce n'est pas simplement le bouton qui déplace des organes génitaux externes, c'est un ensemble qui s'appelle le système bulbo-clitoridien. C'est-à-dire qu'au sommet de votre clitoris, vous avez des bulbes et des muscles qui participent au plaisir de la femme. Donc quand on reconstruit un clitoris, c'est-à-dire la face émergée du système bulbo-clitoridien, on retrouve le genou et le corps du clitoris. Donc ça ne sert à rien, ils se sont tous trompés. Et le problème, c'est qu'ils se trompent peut-être, mais en attendant, c'est énormément de douleurs, de violences faites aux femmes. Bien sûr. Et donc, on va avoir peut-être une petite vidéo d'une jeune fille qui va être excisée et qui pense que c'est formidable, et parce qu'elle a été conditionnée aussi par sa famille. Bien sûr. À ce rituel. Donc, il faut savoir qu'une petite fille sur 5 va mourir après une excision. Mourir d'infection, d'HIV, par exemple. Est-ce que vous disiez que on utilisait la même lame pour plusieurs une lame pour 40 petites filles. Une lame pour 40 sans anesthésie. Ou simplement, en trompant les filles, se trempent les fesses dans de l'eau froide. Pourquoi c'est compliqué après? Parce qu'inévitablement, il va y avoir un périnée cicatriciel, et de fait, il va y avoir des troubles, des dysfonctions sexuelles, mais également des dysfonctions obstétricales. Quand on suture les petites lèvres, il n'y a plus de pertuis pour faire passer l'enfant. Donc on est obligé de désinfibuler. Donc les enfants qui naissent après infibulation peuvent mourir. Les périnées peuvent être explosés. Il peut y avoir des communications entre la vessie et le vagin, et le rectum et le vagin. C'est les fistules recto-vaginales et les fistules vésico-vaginales. Donc il faut arrêter avec les infibulations, il faut arrêter avec les excisions.
Est-ce que ça a un rapport avec la circoncision chez les Ça hommes? n'a aucun rapport. C'est ça le problème, c'est que les hommes, nous pensons que l'excision égale la circoncision. Mais pas du tout. L'excision égale la pénectomie, c'est-à-dire on vous prend votre zizi et on le coupe. C'est ça l'excision. Donc effectivement, on voit qu'il y a tout un rituel, c'est une espèce de passage, je veux dire, à la vie de femme. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver autre chose comme rituel plutôt que, enfin, je veux dire, Le baptême, par exemple. oui, peut-être. Le Non, mais un autre baptême ou rituel qui la fasse, communion, la Il première n'y a aucune communion. connotation religieuse, disiez-vous? Non, il n'y a Oui. pas de connotation. Mais il faut tout simplement arrêter. C'est la naissance d'un enfant, on fête la naissance d'un enfant, point. On fête la naissance de la jeune fille, de la femme. Il faut savoir que l'excision est pénalement répréhensible depuis 1983. En France ou dans le monde Dans entier? beaucoup de pays. Dans beaucoup de pays. C'est-à-dire que depuis 1983, l'excision est pénalement répréhensible en France, en Belgique, en Suède, aux États-Unis. Et comment ça se pratique en Aussi. France, alors, si c'est interdit? Ah, comment ça se pratique? Est-ce que ça se pratique encore 60 000 enfants nés en France sont envoyés dans le pays d'origine des parents pour être excisés. 60 000 enfants par an. C'est Ça veut énorme. dire que c'est énorme. Est-ce que les parents ne sont pas jugés responsables et ne sont Bien pas sûr. emprisonnés Mais bien sûr. Donc, il y a un décret depuis 1994 qui induit les personnalités qui ont poussé l'enfant à être excisé à être condamnées. C'est 500 000 € d'amende et 5 ans d'emprisonnement. Ce qui est beaucoup. Est-ce qu'il y a Ce une qui est façon... normal. Ce qui est normal. C'est une Mais- violence. Mais ce qui est c'est- beaucoup, mais est-ce que les gens se font prendre? Enfin, les parents, comment savoir? J'espère qu'ils sont des... et un enfant qui est excisé peut, jusqu'à l'âge de 38 ans, déposer plainte contre ses parents ou contre l'exciseuse ou l'exciseur qui a commis ces méfaits. Est-ce que les pédiatres, hein, en France, quand ils examinent un enfant, sont contraints de dénoncer les parents s'ils constatent que cet Ils devraient. enfant... Bien sûr, ils le devraient. C'est une bonne question, ils le devraient. Les conséquences de l'excision, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. Effectivement, c'est L'excision, mais il n'y a pas que l'excision. Hein. Il y a Il faut dire les fabulation mutilations. aussi. Les mutilations sexuelles, tout à les fait. conséquences des mutilations génitales. C'est premièrement l'hémorragie, immédiatement. Immédiatement, Donc la mort l'enfant pour peut certains. saigner et il n'y a pas de moyen pour contraindre l'hémorragie. Ensuite, ça peut être l'infection. Il faut savoir que l'enfant, lorsqu'il est infibulé, lorsque la petite fille est infibulée, on va suturer ses petites lèvres avec des épines d'arbre. Et les jambes sont rassemblées l'une à l'autre avec un linge Donc elle ne peut pas marcher. pendant Pas des bouger. heures. Mm. C'est ça l'habitude. Donc, quelles sont les conséquences? Premièrement, l'hémorragie. Deuxièmement, l'infection. Ensuite, les conséquences à moyen et long terme, que sont les complications obstétricales. Une femme qui a un pertuis simplement, qui est infibulée, elle va avoir des kystes sur la cicatrice d'infibulation. Et lorsqu'elle va faire pipi, l'urine va s'écouler par le pertuis, elle ne va pas sortir directement, puisqu'il y a une membrane devant l'urètre. Donc ça va s'écouler et ça va sortir par le tout petit pertuis. Pour avoir des relations sexuelles, il va falloir qu'elle se mandrine. C'est-à-dire qu'elle prenne des mandrins pour se dilater le pertuis, qui devienne un peu plus gros, pour que son mari puisse accéder et accéder à un rapport fécondant. Une fois qu'elle va être enceinte, il faut qu'elle accouche. Mais pour accoucher, il faut que le mobile fœtal sorte. S'il y a une membrane devant le vagin, il ne peut pas sortir. Donc ces femmes-là peuvent avoir des difficultés à accoucher, peuvent exploser leur périnée. Exploser son périnée, c'est avoir une communication entre la vessie et le vagin, c'est-à-dire elle va être totalement incontinente, urinaire, et le rectum et le vagin, elle peut être totalement continente anale. Et ces femmes-là sont montrées du doigt dans certains villages également. Elles sont expulsées. ouais. Elles sont expulsées. Et voire même, l'enfant peut mourir, parce que la tête est enclavée. Donc, Professeur, je voulais vous poser une question aussi. Vous avez donné le nombre des enfants qui sont martyrisés de cette façon oui. en France. Et combien y en a-t-il ensuite qui viennent vers vous pour, ou d'autres médecins pour être reconstruites? Oui. C'est la grande majorité d'entre elles qui viennent. Ah oui. Parce que
Pourquoi elles viennent? Elles viennent pas pour avoir du plaisir, elles viennent pour ressembler à leurs voisines. Être normal. Être normal. Vous imaginez prendre votre douche sans sexe? Vous? Non? Elles non plus. Elles non plus, elles ont besoin d'avoir le petit bouton qui ressemble au petit bouton de la voisine, et après elles se sentent femmes. On a reconstruit récemment une femme qui avait été excisée et infibulée. On l'a désinfibulée et on a reconstruit un clitoris. Cette femme, elle a eu un bébé. Et son bébé, elle l'a appelé Deval. Oui, vous en parlez dans votre histoire, livre. Oui. Donnez d'autres belles histoires. Oui, il y a plein d'histoires comme ça. Avec, Avez-vous des conversations parfois avec des parents qui ont fait pratiquer cette... Non, jamais. Non, parce que lorsqu'elles viennent à l'âge adulte. Oui. Donc les parents sont exclus de la décision. Il n'y a pas des parents qui regrettent d'avoir fait et qui ramènent le... Non, il n'y a pas des parents qui regrettent. Mais il y a des exciseuses repenties. Ça, c'est intéressant. Il y a des exciseuses qui arrêtent d'exciser et qui militent contre l'excision. En France ? En France, En France, en Belgique. Au pays aussi, Et dans le pays. Mais là, la difficulté, nous, on en parle, et je vous remercie d'en parler, parce que c'est essentiel. Il y a eu la journée mondiale de l'excision il n'y a pas très longtemps. Il faut en parler. Et c'est en parlant qu'il va y avoir une diminution de la fréquence des excisions. En France, on devrait arriver à 0 excision. Et les poursuites sont fréquentes ? Elles devraient l'être. Faut interviewer un juriste. Elles devraient l'être. Il faut qu'elles le soient. Il faut frapper fort. L'opération de reconstruction, c'est simple. Pardon, c'est simple. C'est simple. Ça se fait en ambulatoire. Ah oui ? Mais oui, c'est très simple de retrouver un clitoris. Donc il faut effectivement inciter les jeunes filles de et se les jeunes femmes reconstruire, de se faire reconstruire. Qui sont concernées. C'est extrêmement simple. C'est pas une intervention très compliquée. Et au bout de combien de temps elles retrouvent une vie sexuelle normale Le temps de cicatrisation, 8 semaines, 2 mois. Quand c'est cicatrisé, elle retrouve une vie sexuelle normale. Et après, pour avoir des enfants, est-ce que ça pose pas de problème d'avoir été reconstruite? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas un facteur d'infertilité, le fait d'avoir été reconstruite au niveau du périnée. Et dernière question, même si elles vivent en France, parce que vous le disiez dans votre bouquin, et puis on le sait, ce sont des femmes qui sont, comment ça s'appelle, refaites, c'est ça? Oui, reconstruites. Oui, mais non, mais les femmes qui sont excisées, elles sont transformées comme des femmes dites, aimables, épousables, etc. Oui. Donc si elles sont reconstruites, qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de leurs proches ou de peut-être des maris potentiels? Nous sommes en 2023 quand même. Oui, j'entends bien, mais je me mets à leur place. Non, mais il y a un moment où il faut passer la seconde. Voilà. Nous sommes en 2023, donc il faut arrêter avec ces adages ancestraux qui ne doivent plus... convaincue, non, mais voilà. La question qu'il faut se poser, c'est comment arrêter ce tsunami de terreur. Donc en parler c'est il faut en parler, premièrement. Et puis il faut que les femmes qui comptent dans notre société prennent leur bâton de pèlerin et y aillent. Ce serait bien que, moi j'aime beaucoup Emmanuel Macron, que Madame Macron que Brigitte aille en Afrique et dise stop. Elle a une voix qui compte quand même. Ce serait bien que Michelle Obama aille en Afrique, aille en Égypte, aille en Indonésie, parce que l'Indonésie considère que la mutilation génitale n'est pas pénalement répréhensible. Aille là-bas et dit stop. C'est ça qu'il faut faire, à mon sens. Y a-t-il de nombreux praticiens qui, comme vous, s'occupent de ces femmes en France? Est-ce que c'est une spécialité Oui, il faut. Oui, on a Pierre Foldès, qui est un type absolument fantastique, qui est urologue, qui s'est fait une réputation de reconstructeur après excision. Il y a Pierre Costa, qui travaille dans la reconstruction en Afrique, qui est chef de service à McGill à Montréal. J'ai mon ami Chérif Mourad qui travaille en Égypte sur la reconstruction. Il y a Denis Mukwege qui a eu le prix Nobel dans la reconstruction en Centrafrique. Donc il y a des gens il y a des médecins qui sont sensibles à la reconstruction. La reconstruction, c'est de la rénovation. Il n'y a pas plus beau.
Et vous travaillez à l'hôpital privé Geoffroy-Saint-Hilaire, dans le 5e arrondissement à Paris. On le dit, si effectivement certaines patientes veulent venir vous voir. Soyez les bienvenus. Voilà. C'est pris en charge par la sécurité sociale. Voilà, c'est ça que je voulais vous demander. Voilà. Ouais. Il n'y a pas de dépassement d'honoraires, ça ne coûte pas bien cher et ça leur rend quand même sacrément service. Et sont-elles en général soutenues par leur mari, enfin leur conjoint? Potentiel. Oui. C'est la femme décide maintenant. Donc, soutien ou pas soutien, quand elles ont décidé, elles ont décidé. Oui, mais vous avez peut-être eu des exemples personnels de femmes qui le faisaient sans l'assentiment du mari ou avec l'assentiment? Mais elles n'ont pas besoin de l'assentiment du mari. Oui, non, ça, non, on n'a pas besoin. Quand elles viennent, elles n'ont plus besoin, et de toute façon, elles n'ont pas besoin de l'assentiment du mari. Est-ce qu'il y en a certaines qui protègent leurs petites sœurs pour éviter justement qu'il leur arrive la même chose? Qui ont vous parlez d'un bâton de pèlerin. Oui, tout à fait. Ouais. Il faut que les excisées communiquent. Il faut qu'elles témoignent. C'est ce qui est fait actuellement. Oui, il y en a certaines qui sont connues quand même des... Oui, mais il y a toujours un peu un message un peu honteux, vous voyez. Elles n'osent pas, il y a une forme de pudeur de dire voilà ce qui m'est arrivé. Non, il faut libérer la parole, il faut dire voilà, c'est ce qui s'est passé. Comme si elles étaient responsables, oui. alors que c'est... Vous savez qu'au Sénégal et en Côte d'Ivoire, c'est pénalement répréhensible également. Mais c'est pratiqué quand même. Et c'est quand même pratiqué. Ouais. Parce que dans les tribus du fin fond de l'Afrique, du nord de la Côte d'Ivoire ou de l'ouest du Sénégal, le berger ne sait pas qu'une femme transformée, c'est une femme qui a souffert et qui ne doit pas la choisir. Il faut qu'il choisisse une femme non transformée, avec des organes génitaux externes qui n'ont pas été mutilés. Et ça, c'est l'état d'esprit qui doit changer. Qu'est-ce qui vous a poussé dans cette direction après vos études, ou pendant vos études déjà? Vous voulez que je vous dise vraiment? C'est 3 films. Dr Knock, parce que tout patient est un malade qui s'ignore. Ça vous chatouille, ça vous gratouille. Exactement. Le deuxième, c'est 7 morts sur ordonnance. Et le troisième, c'est MASH. Ah, MASH, oui. Voilà. La guerre du doc. Avec Elliot Gould et Donald Sutherland. Très bien. Et alors, vous pratiquez aussi d'autres opérations. Donc, on a parlé des mutilations génitales des femmes, et également d'autres opérations. On en fait plein. On fait de la reconstruction de la femme qui souffre d'incontinence urinaire, d'incontinence anale, de prolapsus génital, de troubles à la satiété pelvienne. C'est une femme sur 4 quand même, ça. Ah oui. On fait des transformations de genre. Les transidentités, 0,6 à 6% de la population. D'accord. Qui se sent pas bien dans sa peau, c'est ça? Qui naissent petites filles et qui se sentent garçons, ou qui naissent garçons et qui se sentent petites filles. Mais ça, on les opère vraiment en bout du bout de course. C'est-à-dire, c'est le maillon de la chaîne. Quand elles ont un traitement hormonal substitutif, quand elles ont pris leur décision sur indication psychiatrique, sur indication endocrinienne, là, à ce moment-là, on arrive et on les transforme. Et ça sont des opérations très complexes? Pas pour vous? C'est des belles interventions. Et qui, dont le nombre augmente en ce moment? Oui, parce qu'il y a une libération de la parole. Et que de plus en plus... Alors, il y a certaines populations qu'on ne doit pas opérer, à mon sens. Les adolescents, on ne doit pas les opérer. L'adolescent est une période de transition. L'adolescence. Donc, déjà, ils se cherchent. Ouais. Donc, de fait, on les opère. Nous, on les opère pas. Et puis, en deçà de 25 ans, c'est un peu compliqué. Puisque l'adolescence se repousse de plus en plus. Moi, j'aime bien opérer les sujets de plus de 30 ans. Voilà, qui ont pris leur décision. On voit des patients de plus de 60 ans. Ah oui, qui prennent la décision d'un changement de genre. Là, c'est plus simple. On sait que ça a été mûrement réfléchi. C'est généralement des chargés de famille qui ont des enfants. Et ils viennent pour des vaginoplasties. Là, vous parlez de femmes? D'hommes. Ah, d'hommes. Qui veulent se transformer en femmes. Femme, voilà. Et le cas est l'inverse? L'inverse, c'est plutôt entre 20 et 30 ans de jeunes femmes qui ne veulent plus ressembler à une femme, qui ont l'aspect d'un garçon. Et on leur fait des hystérectomies, on leur tire les ovaires, et après on leur fait un pénis avec le clitoris. Ça s'appelle une métoïdoplastie. D'accord. Est-ce que c'est les techniques que vous employez, à la fois pour la reconstruction et pour ces opérations dont on vient de parler, ont beaucoup évolué depuis que vous les pratiquez, depuis le début de votre carrière? Ça a énormément évolué. Dans quel sens? Dans un bon sens. Oui.
Mais techniquement... Techniquement, ça a avec des énormément implants, évolué. avec des, Non, on des fait pas robots, d'implant. non, pas de robots, Non, on fait pas de. Oh, on peut faire du robot Oui. si on fait un transplant péritonéal ou sigmoïdien, mais dans un premier temps, il faut que, vous savez, une intervention chirurgicale, pour qu'elle soit reproductive, il faut qu'elle soit simple et courte. Quand elle est courte, de durée courte, la morbidité, enfin, les complications sont pas très importantes. Si l'intervention devient longue, fastidieuse, là, on est sûr d'avoir des complications. Donc, nous, on fait, pour les vaginoplasties, par exemple, on prend le pénis et on fait un transplant pénien. C'est-à-dire, on transplante, on dissèque le pénis, on retire les corps spongiaux, on dissèque l'urètre, c'est-à-dire le conduit qui nous sert à faire pipi, on le sectionne. Et puis, le sommet du gland, on en fait un néoclitoris qu'on va implanter juste en dessous de la symphyse pubienne. Voilà, c'est ça le Sans principe. toucher le nerf. Ah, c'est ça qui est important. C'est que l'albuginée est respectée et la vascularisation est respectée. C'est-à-dire que l'artère dorsale du clitoris et la veine dorsale du clitoris est respectée. C'est ça qui est bien. Et puis on fait un conduit entre la prostate et le rectum, et avec la peau du scrotum et la peau du pénis, on fait un vagin. Et ça, ce sont des techniques nouvelles alors Non, qui c'est se une sont technique améliorées ancienne mais... qui a été décrite par Georges Baudou. Georges Baudou, c'était un type absolument génial, qui était chirurgien à Casablanca, qui a fait 800 vaginoplasties. C'est lui qui a fait la vaginoplastie de coccinelle, par exemple. Et donc, à l'époque, Georges Baudou, il tâtonnait chirurgicalement, et puis la technique a été implantée. Elle a été un peu diffusée en Thaïlande, au Canada, en Angleterre. Et puis, de plus en plus, ça évolue. Vous savez qu'à chaque intervention, on trouve des trucs, des tips and tricks, des trucs, des astuces nouvelles à chaque cas. Donc, ça évolue tout le temps. Pour en revenir aux mutilations vaginales, est-ce qu'il n'y a pas moyen de former donc, les médecins aussi sur place dans les pays qui sont concernés pour, Ils le sont. Ils le sont, ouais. Et pour tout ce qui est reconstruction également, beaucoup Ils le sont, normalement. Ils le sont. Dans les pays francophones, ils le sont. On diffuse des vidéos, on a des congrès nationaux, ils viennent au collège, ils viennent au congrès. Il y a un congrès bientôt à Paris, le 15, 16 et 17 mars, donc on va en parler de la reconstruction. Il y a un congrès national à Marseille cette année, donc ils viennent. Ils sont très attentifs à ça. Puis le système de vidéo, maintenant, on peut tout voir. Les techniques opératoires sur YouTube, elles sont visionnées. Donc ils savent faire. Encore une dernière question, Cécile ? Oui, un dernier petit exemple de belle histoire que vous avez à nous raconter. Vous avez une de vos patientes récemment. Pas récemment, parce que je ne fais plus d'accouchement, mais c'est il y a assez longtemps, à la maternité de Crépy, à Bichat, chez le professeur Madeleina. On avait accueilli une femme qui avait été enceinte 3 fois et qui avait été infibulée, accouchée, puis réinfibulée après son accouchement, parce qu'elle avait accouché en Afrique. Et donc, elle était arrivée, elle était infibulée, c'est-à-dire les lèvres serrées. Et pour l'accoucher, il fallait la désinfibuler. Voilà. Donc, avec l'accord du mari et la femme, donc on l'a désinfibulée, sinon c'est césarienne, extraction ou autre. Donc, elle a accouché, et on lui a dit, maintenant, madame, vous allez vivre normalement, et on va laisser la désinfibulation. Vous allez avoir des organes génitaux externes ouvertes, et cette femme était la plus heureuse des femmes. C'est formidable. Merci beaucoup. Merci professeur, merci Bernard. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission Santé Plus.